RFI Radio France Internationale, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Xavier Besson. Bonjour à tous. L'actualité africaine. Ce matin, une quinzaine de présidents africains. La France, représentée par son ministre de la Défense. C'était une cérémonie d'investiture riche en symboles. Hier, le chef de l'État tchadien, Idriss Déby, a débuté officiellement son 5e mandat consécutif à la tête du pays. Dans ce journal également, le Burundi, où les Nations Unies s'inquiètent de pressions exercées sur 4 avocats qui avaient participé à la rédaction d'un rapport sur la pratique de la torture. Des affrontements dans l'est de la RDC, dans la localité de Kibirizi, et Madagascar, où les autorités d'Antananarive, la capitale, souhaitent améliorer les infrastructures de transport, et cela passe par la lutte contre les taxis illégaux ou en infraction. Et puis dans une dizaine de minutes, le journal des JO à Rio, les Jeux Olympiques avec une nouvelle médaille pour l'Afrique du Sud, encore une fois en natation, et encore une fois c'est une médaille d'argent. RFI. Alors que l'opposition avait appelé à une journée ville morte hier dans tout le pays, le président tchadien a prêté serment à N'Djamena pour un 5e mandat consécutif. Investiture qui intervient donc dans un climat social et politique compliqué. L'opposition notamment conteste toujours la réélection d'Idriss Déby. Mais ce sont tout de même 14 chefs d'État africains qui ont assisté hier à la cérémonie, ce qui tend à montrer à quel point Idriss Déby, actuellement aussi président en exercice de l'Union africaine, et son armée ont su se rendre indispensables sur le continent. Florence Maurice. Idriss Déby a-t-il fait de son armée son principal argument diplomatique ? Une chose est sûre, note un observateur, la plupart des chefs d'État présents à N'Djamena lundi sont dans une relation militaire avec lui. Certains ont directement bénéficié de l'intervention de ses troupes ces dernières années, la Centrafrique de Faustin Archange Touadéra, le Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta. D'autres voient en Idriss Déby un allié précieux dans la lutte contre le djihadisme au sein du G5 Sahel ou de la force multinationale de lutte contre Boko Haram, groupe contre lequel Idriss Déby se présente avec son armée en irremplaçable rempart. Était présent également lundi à N'Djamena le Soudanais Omar El-Béchir, toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Autrefois ennemis, les deux pays entretiennent désormais un partenariat stratégique, notamment dans la pacification du Darfour. À l'évocation de cette liste de chefs d'État, un chercheur estime on est dans l'utilitarisme plus que dans le soutien enthousiaste. Pour lui, ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Paris a choisi d'être représenté par son ministre de la Défense et non celui des Affaires étrangères. Paris qui, en installant le quartier général de sa force Barkhane à N'Djamena, a conforté le Tchad dans son statut de principal allié régional. Ils avaient participé à la rédaction d'un rapport sur la pratique de la torture au Burundi. Les Nations Unies dénoncent des représailles contre 4 avocats burundais. Le rapport avait été présenté devant le comité contre la torture de l'ONU, un organe qui ne s'était réuni que 2 fois auparavant dans l'histoire. Une procédure donc très rare qui a beaucoup déplu aux autorités de Bujumbura. Anne Kantner. La délégation burundaise avait déjà montré sa désapprobation en refusant de participer à la 2e journée de débat. Le même jour, le procureur auprès de la cour d'appel de Bujumbura demandait la radiation du barreau de 4 avocats ayant contribué au rapport présenté devant le comité de l'ONU contre la torture. Un très mauvais signe pour Sébastien Touzé, membre de ce comité. L'attitude de l'État démontre clairement qu'il n'y a plus pour eux de légitimité des comités onusiens et encore moins des comités qui sont chargés de la protection des droits de l'homme. C'est vrai que la situation avec le Burundi a tendance un peu à nous échapper et on craint la rupture complète du dialogue. Les 4 avocats sont accusés d'être impliqués dans un mouvement insurrectionnel et dans une tentative de coup d'État. Des accusations que l'avocat Armel Nyongere nie catégoriquement. La décision que le gouvernement va prendre ne va pas nous empêcher de continuer notre combat de lutter contre l'impunité et de montrer que le gouvernement du Burundi est entré et participe dans les exécutions extrajudiciaires qui se font au Burundi en utilisant une justice manipulée, une justice corrompue, une justice qui n'est pas indépendante. Le comité des Nations Unies contre la torture attend une réponse au plus tard jeudi prochain, le 11 août. Ces conclusions seront présentées officiellement le lendemain. À l'est de la République démocratique du Congo et de nouvelles violences signalées dans la province du Nord Kivu dans la nuit de dimanche à lundi dans la localité de Kibirizi. Au moins 8 personnes ont été tuées, plusieurs dizaines de maisons brûlées dans cette zone où depuis la fin du mois de novembre dernier, des violences mettent aux prises les deux communautés, Hutus
et Nandé sur fond de rivalité entre groupes armés. Les Mai Mai Mazembe et le NDC rénové de Guidon côté Nandé. Et côté Hutu, les Houndé, les Nyatura et les rebelles rwandais des FDLR. Et ce dimanche, selon cet habitant de Kibirizi, les violences ont commencé tard dans la soirée vers 23h. La population a été surprise par des coups de balles et les gens criaient par-ci par-là. Et c'était la coalition FDLR Nyatura qui est venue attaquer. Et là, ils ont réussi à tuer quelques Nandé et Houndé. Et là, la communauté Nandé, à l'aide de son groupe armé Mazembe, a réussi à capturer des assaillants. Ils les ont brûlés vifs. Les groupes armés de Nandé ont commencé à brûler les maisons des Hutus. Le matin, il y a eu des tensions vives et il y a eu chasse à l'homme. Les Nandé commençaient à chercher là où on peut trouver les Hutus. Et la population craint encore que les Hutus viennent attaquer parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Des propos recueillis par Coralie Pierret. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée malienne a également été ciblée dans la région de Mopti, c'est dans le centre du Mali. 5 militaires sont portés disparus. Le groupe Ansardine a revendiqué l'opération. RFI, il est 6h36 en Afrique du Sud. L'enjeu, c'est toujours de savoir qui gouvernera les mairies, notamment de Pretoria et de Johannesburg. Les négociations se poursuivent après les élections municipales de la semaine dernière. Scrutin marqué par une chute du parti au pouvoir, l'ANC, par une montée du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, et par l'émergence au niveau national des combattants pour la liberté économique de Julius Malema. Et cette période de négociation ravive les tensions et les divisions au sein de l'ANC. À Johannesburg, Lisa Fabian. C'est une course contre la montre dans laquelle l'ANC part avec un handicap de taille, le président Jacob Zuma. Effectivement, plusieurs partis d'opposition sont réticents à l'idée d'associer leur image à celle d'un président si impopulaire. Bien installé à la 3e place de ces élections, Julius Malema a déjà annoncé qu'il ne travaillerait avec l'ANC que si Jacob Zuma quitte le pouvoir. Une demande inacceptable pour beaucoup. Le trésorier de la Ligue de jeunesse de l'ANC assure que Zuma ne sera pas sacrifié pour une coalition. Un bon nombre de cadres du parti refusent d'ailleurs l'idée même d'un dialogue avec Malema. Cela reviendrait, selon eux, à avouer que ces attaques contre le président au Parlement étaient justifiées. Les soutiens de Jacob Zuma cherchent d'autres responsables à la débâcle, le secrétaire général de l'ANC ou le responsable de campagne du parti et surtout le gouvernement local de la riche province du Gauteng. Ces responsables sont depuis longtemps des critiques du leadership national de l'ANC et ils ont déjà décidé d'engager des discussions directes avec Julius Malema, mais il leur sera difficile de négocier en ordre dispersé. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. L'ONG de défense des droits de l'homme, Amnesty International, parle ce matin d'une centaine de morts en Éthiopie. L'opposition en a compté au moins plusieurs dizaines après les manifestations de ce week-end. Rassemblement donc violemment réprimé par les forces de l'ordre, manifestation de membres des 2 principales ethnies du pays, les Oromo et les Amhara, dans leur région, mais aussi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Sur place, Karim Lebourg. L'ampleur des manifestations ce week-end en Éthiopie et le bilan humain très lourd commencent seulement à émerger. Des rassemblements ont eu lieu samedi dans l'ensemble de la région Oromo, la plus peuplée du pays. La réponse a été brutale. Dans plusieurs localités, la police a ouvert le feu sur les manifestants. La contestation a pour la première fois touché la capitale, Addis Abeba, où quelques centaines de manifestants ont été violemment dispersés. Dimanche, les manifestations se sont étendues à la région Amhara dans le nord, avec des milliers de personnes dans la ville touristique de Bahir Dar. Le gouvernement éthiopien a cherché à limiter l'impact de cette vague de manifestations en coupant purement et simplement l'Internet et les réseaux téléphoniques pendant presque 48 heures dans tout le pays. Oromo et Amhara, les 2 principales ethnies en Éthiopie, manifestent depuis plusieurs mois pour des raisons différentes, mais qui ont en commun de dénoncer la chape de plomb imposée par le parti au pouvoir depuis 25 ans. Karim Lebourg, Addis Abeba, RFI.
Antananarive contre les faux taxis, contre ceux qui n'ont pas de licence ou d'assurance, contre les véhicules trop vétustes, sans phare ou sans frein. Depuis un mois, les contrôles ont été renforcés. Plus de 150 véhicules ont été envoyés à la fourrière. Et plus globalement, la ville veut en fait revoir toutes ses infrastructures de transport. Pensées pour 600 000 personnes au moment après la colonisation. Elles doivent aujourd'hui en supporter 7 fois plus. Reportage de Jeanne Richard. Première étape du plan d'assainissement des transports en commun d'Antananarive, débusquer les faux taxis. Et maintenant, autour des taxis B, ces minivans, souvent vétustes, qui servent de bus. Gabriel Harrison, premier adjoint au maire. Tout ce qui conduit Tana vers l'informel, il faut se battre. Si vous me demandez aujourd'hui, il y a combien de taxis, je ne sais pas. Donc il faut les recenser et voir par la suite comment réorganiser le transport public. Plusieurs pistes sont envisagées. On va voir qu'est-ce que les concessionnaires de véhicules peuvent faire pour renouveler le parc. Parce qu'il nous faut aujourd'hui des grands bus, des trains, etc., mais plus de minibus. Et dans quelques mois, il y aurait des navettes qui circulent entre le centre de la ville et les périphes pour que les gens laissent leur voiture en périph'. Mais il risque de se heurter au mécontentement des chauffeurs, comme celui-ci qui explique que les taxis ont déjà manifesté 2 fois. Vérifier papiers. Les policiers vérifient les papiers et s'ils sont en règle, ils cherchent autre chose pour avoir de l'argent. Moi, par exemple, j'ai eu une amende car je n'avais pas de préservatif dans le véhicule. J'ai dû payer 15 000 ariars. C'est de l'abus. La mairie reconnaît qu'il va mieux falloir former les agents de police, mais hors de question d'arrêter les contrôles pour sécuriser et moderniser les transports en commun. Jeanne Richard, Antananarive ou RFI. Antananarive où il est 7h41, 6h41 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson. Afrique Matin à suivre dans 5 minutes. Notre invité, le chercheur américain Jason Stearns. Il nous parlera de la République démocratique du Congo. Il pense qu'il n'y a pas de volonté politique de la part du pouvoir de tenir les élections dans les temps en RDC. Ensuite, la revue de presse. Que disent les journaux africains ce matin? Ce sera avec Mathieu Auger. Mais avant cela, tout de suite, les Jeux Olympiques. Le journal des Jeux. Et la natation sud-africaine qui a offert hier une 2e médaille au continent. Envoyé spécial, Eric Mamrut. Encore de l'argent pour la natation sud-africaine. Après Cameron van der Burg, 2e du 100 mètres brasse dimanche, c'est Chad Leclos qui est devenu vice-champion olympique du 200 mètres nage libre. Voilà qui complète sa collection, puisqu'à Londres, il y a 4 ans, il avait décroché l'or du 200 mètres papillon et l'argent sur 100 mètres papillon. En handball, les Palancas Negras enchaînent. Après avoir battu la Roumanie, elles ont récidivé face au Monténégro. Succès des Angolaises 27-25. La qualification pour les quarts de finale est en vue. En basket, nouvelle désillusion pour les Lions. Après avoir été étrillées de 65 points par les Américaines dimanche, les Sénégalaises ont lourdement chuté face aux Chinoises, 6e du dernier championnat du monde. Le score 101-64. Une 2e défaite qui hypothèque sérieusement leurs chances de qualification pour les quarts de finale. En judo, les 2 Africaines en lice en moins de 57 kilos ont été éliminées d'entrée et sur Ippon, en l'occurrence la Sénégalaise Hortense Diédiou et l'Ivoirienne Zouleya Daboné. Chez les hommes, défaite prématurée également pour le Nigérien Ahmed Goumar en moins de 73 kilos. Celui qui avait atteint le 3e tour des championnats du monde 2013 s'est incliné à 30 secondes de la fin face à l'Américain Nicolas Del Popolo. Le combattant de 28 ans déçu, mais tout de même satisfait d'avoir participé aux Jeux Olympiques pour la toute première fois. Ahmed Goumar. C'était vraiment difficile, mais quand même le niveau a été tenu, j'ai tenu. Donc c'est à la dernière minute que ça n'a pas marché, manque de chance. Vous attendiez mieux, vous espériez mieux? Oui, évidemment, oui. Je sais pas, mais c'est de finir les 1-2 tours, probablement les 3 tours, aller aux 3 tours. C'est ça que je souhaitais, qui n'avait pas marché. Tout athlète espère avoir le cursus des Jeux dans son palmarès. Donc c'est vraiment très bien d'avoir eu à participer aux Jeux Olympiques. Il faut travailler davantage encore pour les prochains JO. Et aujourd'hui en judo, on suivra le Gabonais Paul Kibikaï en moins de 81 kilos et la Guinéenne Mamadama Bangoura en moins de 63 kilos.
Les larmes d'Aza Besbes en escrime, comme en 2008 à Pékin. La sabreuse tunisienne s'est inclinée en quart de finale et encore une fois d'une seule touche. 15 touches à 14 donc face à la française Manon Brunet. Dur pour celle qui a conquis 10 titres de championne d'Afrique en individuel dans cette arme. Elle fait donc comme sa sœur Sarah, quart de finaliste samedi dernier à l'épée. Ce mardi, place à l'épée masculine avec un Sénégalais, Alexandre Bouzaïd. En boxe, le rêve de médaille perdure pour Kennedy Saint-Pierre. Le Mauricien s'est qualifié pour les quarts de finale dans la catégorie de moins de 91 kilos. Il a battu d'un tout petit point l'Algérien Chouaïb Boulidina. Aujourd'hui, son camarade Merven Claire entamera son tournoi chez les poids moyens face à l'Égyptien Hossam Abdin. Idem pour le Congolais Anoël Ngami Sengue contre l'Algérien Ilyas Abadi. Premier match encore dans la même catégorie pour le Camerounais Wilfried Seyi. Il affrontera le Colombien Vivas. En rugby à 7, les Kenyanes achèvent leur tournoi par une première victoire, 22-10 face aux Colombiennes. Elles prennent du coup la 11e et avant-dernière place. Aujourd'hui, place aux hommes, avec 2 équipes africaines engagées, l'Afrique du Sud et le Kenya. Les Kenyans qui pourraient bien se faire une place sur le podium. Confirmation avec le 3/4 de l'équipe de France, Julien Candélon, au micro d'Éric Chorin. La hiérarchie, elle est un peu différente de celle du 15, puisque la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud font partie des gros morceaux de cette compétition. Mais par contre, elle est dominée depuis 2 ans par les îles Fidji. Après, il y a des équipes qui sont absolument pas rugby à 15, comme le Kenya, qui s'invite sûrement au podium. Sur un tournoi, on sait que justement la hiérarchie peut facilement être bousculée. Et pour entamer ce tournoi, le Kenya défiera la Grande-Bretagne, pendant que l'Afrique du Sud affrontera l'Espagne. Eric Mamrud, c'était le journal des Jeux Olympiques. Une info football, le club de Manchester United a confirmé dans la nuit le transfert du milieu de terrain international français Paul Pogba. Pogba qui quitte l'Italie, la Juventus de Turin, et s'engage donc à Manchester, à United pour les 5 prochaines années. Tout de suite, notre invité. Et ce matin, c'est le chercheur américain Jason Stearns, chercheur au groupe d'études sur le Congo. Il vient de participer à la rédaction du rapport Congo, une bataille présidentielle périlleuse. Le Congo-Kinshasa, la RDC, alors que le président Joseph Kabila, dont le 2e mandat limite constitutionnel s'achève à la fin de l'année, Joseph Kabila entretient toujours le flou sur la position qu'il va adopter, alors que l'opposant Moïse Katumbi a été condamné à de la prison, alors aussi que la Cour constitutionnelle a autorisé le président à rester en poste tant que son successeur ne sera pas élu. Jason Stearns qui répond ce matin aux questions de Jean-Jacques Loirne. Jason Stearns, bonjour. Bonjour. Vous accusez le président Kabila et son gouvernement d'être responsables des retards, dites-vous, artificiels du processus électoral. Oui, tout à fait. On constate depuis plusieurs années, donc depuis le début de ce cycle électoral, qu'il n'y avait pas la volonté politique de tenir les élections à la date constitutionnelle. On a créé du retard artificiel en traînant les pieds, effectivement, en repoussant pour gagner du temps. Donc c'est ça le fameux glissement électoral dont on parle au Congo. Alors votre constat, c'est la tenue d'élections équitables et transparentes avant la fin de l'année est, dites-vous, impossible. Pour tenir les élections en 2016, la seule façon dont ça serait possible, c'est de ne pas réviser le fichier électoral. Et vous demandez à Joseph Kabila de dire clairement qu'il ne sera pas candidat. Exactement. Rétablir la confiance entre l'opposition et le gouvernement, ça serait pour Kabila de dire clairement qu'il n'est pas candidat aux prochaines élections présidentielles. Ils le disent en privé. Il y a des missions diplomatiques, par exemple, envoyées aux États-Unis où ils disent que Kabila ne serait pas candidat. Il faut juste qu'il soit là pour l'organisation des élections. Mais il n'a pas encore dit ça officiellement clairement. D'ailleurs, il y a un silence presque total de sa part par rapport à ses propres intentions. Et vous recommandez à la majorité et à l'opposition de signer, dites-vous, un code de bonne conduite. N'est-il pas trop tard ? Il y a certains au sein de l'opposition qui pensent qu'une crise constitutionnelle qui pourrait délégitimer le président pourrait aussi être en leur faveur. Et donc, il y a des gens des deux côtés de l'opposition, de la majorité, qui pensent que de ne pas tenir les élections à la bonne date est en leur faveur. Alors, vous jugez la communauté internationale, entre guillemets, timide. Seuls les Américains prônent des sanctions. L'Union africaine, la mission des Nations Unies, semble comme retenir leur souffle.
Les partenaires internationaux sont divisés et hésitent à s'engager définitivement à désamorcer la crise. Presque tout le monde dit qu'il faut respecter la Constitution, il y a une importance du dialogue, etc. Mais comme vous dites, c'est seulement les États-Unis qui ont pris des mesures concrètes à travers des sanctions. Les Européens, par exemple, ils hésitent beaucoup et en privé, ils disent non, il faut d'abord avoir une escalade de violence, c'est ensuite quand il y aura des sanctions. Pour moi, je pense c'est à l'envers. L'autre chose, c'est que là, je pense qu'il y a une silence beaucoup plus accentuée, c'est dans la région. L'Afrique du Sud, par exemple, qui était presque l'architecte du processus de paix en RDC, n'a rien dit par rapport ni aux élections, ni au respect de la Constitution. La RDC aujourd'hui peut arriver à une crise véritablement profonde, une crise politique profonde. Si on n'agit pas, je pense que c'est presque inévitable. Une fois qu'on dépasse les limites constitutionnelles du 19 décembre, je pense que très vite on tombe dans l'incertitude. Et comme j'ai dit, il y a des gens des deux côtés qui pensent qu'une crise pourrait être en leur faveur. Et ils pensent que c'est à travers la confrontation qu'on peut aller en avant. Si vous voyez par exemple que l'opposant le plus riche et peut-être le plus populaire, Moïse Katumbi, est exclu du processus, il n'a qu'un intérêt à ce que la crise s'approfondisse. Même chose pour certains faucons au sein du gouvernement. Donc je pense qu'il faut désamorcer la crise avant qu'on arrive à cette incertitude et la turbulence qui pourrait arriver l'année prochaine. Quel jugement portez-vous sur le facilitateur Edem Kodjo ? Je pense que le facilitateur a fait beaucoup de faux pas dans ce processus diplomatique et au niveau du contenu. Il est évidemment perçu par une partie de la classe politique comme biaisé. Néanmoins, je pense que c'est le facilitateur qui est là. Donc, il appartient maintenant à l'Union africaine, notamment de Dlamini Zuma, pour s'asseoir avec le gouvernement, avec l'opposition, pour voir quelle est la façon dont on peut aller en avant. Est-ce qu'on peut rester avec Edem Kodjo avec un groupe de soutien plus renforcé ? Est-ce qu'il faut l'écarter pour mettre quelqu'un de nouveau là ? Je ne sais pas. Jason Stearns, merci. Le chercheur Jason Stearns, spécialiste de la RDC, l'invité ce matin de Jean-Jacques Louarn. L'essentiel de l'actualité internationale de ce mardi 9 août dans le sud-ouest du Pakistan à Quetta, un attentat suicide revendiqué par les talibans ayant fait allégeance au groupe État islamique a fait au moins 70 morts et plus de 100 blessés. Un terroriste a déclenché sa ceinture explosive alors que 200 personnes dont beaucoup d'avocats et de journalistes étaient rassemblés devant cet hôpital après l'assassinat quelques heures plus tôt du bâtonnier de la province. En Syrie, le régime et les rebelles acheminent actuellement des renforts en hommes et en armes autour d'Alep. Les insurgés ont récemment réussi à briser le siège de certains quartiers. Et puis après des mois de froid, le président russe Vladimir Poutine reçoit à Saint-Pétersbourg son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier parle d'une nouvelle étape dans les relations entre Moscou et Ankara. Mathieu Auger, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. La revue de presse des journaux africains à la une encore ce matin, l'investiture du président tchadien Idriss Déby. Idriss Déby en piste malgré les cris d'orfraie de ses opposants, titre Afriquinfo, le site internet qui revient sur le contexte de fortes tensions entourant cette cérémonie d'investiture hier pour un 5e mandat. Le pays vit au rythme des manifestations cycliques depuis la réélection d'Idriss Déby, rappelle le site, qui revient sur la journée ville morte décrétée hier par les principaux partis d'opposition qui contestent toujours la validité du scrutin. Alors, rappelle le quotidien aujourd'hui au Faso. Alors, c'est vrai qu'Idriss Déby a appelé hier à la réconciliation nationale, mais comment une tente peut-elle tenir si la principale poutre a le socle bouffé par les termites de l'illégitimité et la moisissure de la presque illégalité, poursuit le journal burkinabé qui rappelle que le scrutin présidentiel d'avril dernier fut tout sauf marqué par le sceau de la transparence. Et pas de quoi ébranler pour autant Idriss Déby, le guerrier dans l'âme. C'est ainsi que l'appelle le site internet Séné 360, et même s'il n'a pas gagné la lutte contre l'extrême pauvreté d'une majorité des quelques 12 800 000 Tchadiens, rappelle le site internet, le chef de l'État reste adulé malgré tout, comme le titre Fasozine au Burkina, de Kampala à Abuja en passant par Bangui et Cotonou. Les chefs d'État du continent, poursuit le site, ne se sont pas fait prier pour assister à la cérémonie. Un pied de nez aux opposants et aux détracteurs de Déby, ajoute le journal. La cerise sur le gâteau étant incontestablement la présence du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. D'où cette analyse du journal aujourd'hui au Faso. Quand la réelle politique timore la politique intérieure de ce pays, note le quotidien de Ouagadougou. Si le règne de Déby rime avec démocrature sur le plan de la lutte antiterroriste, Déby et ses
lycée Warion sont à la pointe. Contre mauvaise fortune, les yeux extérieurs au Tchad sont donc fermés sur la cuisine interne du pays. Ce sera aux Tchadiens de continuer à manger le repas qui leur est servi, conclut l'éditorialiste. Les journaux africains qui reviennent également ce matin sur les violences de ces derniers jours en Éthiopie. Attention, danger, prévient le journal Le Pays au Burkina, qui évoque les tensions communautaires qui menacent la cohésion nationale. Les communautés Oromo et Amara multiplient les manifestations antigouvernementales, manifestations violemment réprimées ce week-end, rappelle le quotidien. Le Pays qui met en garde, les autorités éthiopiennes gagneraient à prendre toute la mesure du péril. On savait le régime d'Addis Abeba tyrannique, mais on ne le savait pas capable de tirer sur des manifestants qui, réunis sur la Meskel Square, la place centrale de la capitale, avaient les mains croisées au-dessus de la tête. Trop, c'est trop. Il faut savoir garder raison et analyser froidement la situation. La solution ne viendra pas au bout de la répression, bien au contraire, conclut le journal. Dans la presse du Mali, Mathieu, ce matin, l'accord de paix et de réconciliation en question. C'est le site internet MaliWeb qui s'interroge. 14 mois après la signature de l'accord, l'escalade de la violence continue, titre le site, reprenant un article de l'hebdomadaire Le Républicain, article qui revient sur la dernière attaque en date hier à Gossi, et le site de faire les comptes. Depuis début juillet, plus de 70 personnes sont mortes à cause de cette situation de ni paix ni guerre au Mali. Les conflits interethniques, les enlèvements, les attaques de bandits armés et les attentats terroristes sont légion dans le pays. Le comité de suivi de l'accord peine à résoudre les problèmes d'insécurité qui frappent de plein fouet le Mali, regrette MaliWeb. Le comité national de coordination pour la mise en œuvre de l'accord peine lui aussi à poser des actes allant dans le sens de la paix dans le pays, poursuit l'article qui rappelle que cette situation d'impasse exige, selon plusieurs hommes politiques maliens, la tenue rapide de concertation nationale. Merci Mathieu Auger, c'était la revue de presse des journaux africains. Revue de presse à retrouver sur notre site internet sur rfi.fr. Afrique Matin, restez avec nous. Dans un peu plus de 3 minutes, ce sera le prochain journal, toute l'actualité internationale. Mais avant cela, on fait une petite pause et on se retrouve dans 30 secondes. À tout de suite. Découvrez le site des savoirs de RFI, la nouvelle bibliothèque virtuelle qui vous permet de tout comprendre sur l'histoire, les sciences, la santé et bien d'autres sujets. Plongez dans les dossiers organisés par thème pour apprendre et enseigner avec des cours de français, approfondir vos connaissances et rejoignez la communauté sur savoir@rfi.fr. RFI Savoir, les clés pour comprendre le monde en français. Et pour nous amener jusqu'au prochain journal de la musique, celle de Sergent Garcia et son titre C'est la vie. Ta peau d'indienne, ma peau d'apache, un cuir insoumis aux mains des marchands. Si j'avais su comme ton ciel était vide, je l'aurais rempli d'éclairs insolents. Parisino
C'est la vie, c'était Sergent Garcia sur RFI. Merci d'écouter la radio du monde. Passez une bonne journée, une bonne matinée en notre compagnie.